Écoutez, c'est la loi qui nous le prescrit en tant qu'autorité communale. Et tous les ans, et 2 fois par an, 1 fois par semestre, nous avons le devoir, en lien avec la société civile, de choisir un thème. Un thème sur lequel on fait un peu comme un bilan et qu'on présente à la population. Et c'est l'occasion pour elle de savoir qu'est-ce que nous faisons dans la commune, qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont nos difficultés, quelles sont les perspectives, quels sont les défis que nous sommes donc appelés à relever. Voilà le cadre dans lequel s'inscrit la reddition de comptes. C'est un principe que tout se fait en fonction des urgences, en fonction des besoins régulièrement exprimés. Dans une commune, on ne se lève pas parce qu'on est maire pour faire ce qu'on veut. Il y a d'abord ce qu'on appelle le plan de développement communal, qui est un peu comme la Bible. C'est un peu comme une Bible et vous ne pouvez rien faire en sortant de ce cadre-là. Alors, pour ce qui nous concerne, vous allez remarquer que cette reddition de comptes vient à un moment de fin de mandat, puisque bientôt nous irons aux élections, bientôt nous allons renouveler la classe politique qui va diriger notre commune. Et c'était l'occasion pour nous, avec la société civile, de nous mettre d'accord et de dire on ne va pas faire une réduction de comptes sur des thèmes isolés, éducation, santé, etc. Non, agriculture ou autre. Nous allons plutôt faire une réduction de comptes sur notre bilan. Et c'est l'exercice auquel nous nous sommes donc attelés. Alors, vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés pendant 5 ans. Mais vous avez remarqué également qu'on a eu beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est notre capacité à mobiliser les ressources propres. Et on l'a expliqué. Et ce qu'il faut retenir sur ce coup-là, c'est qu'en moyenne, sur les 5 ans, nous avons mobilisé 190 millions environ, en moyenne par an. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fonds propres? C'est bien que nos populations comprennent. C'est les fonds que nous réunissons à partir de la vente des valeurs inactives, donc les CDL qu'ils payent 100 francs, 150 francs, 200 francs, 50 francs, etc. C'est ce qu'ils payent comme impôt foncier, puisque c'est la mairie qui en bénéficie. Pour les entreprises qui sont installées, c'est les taxes professionnelles synthétiques qui nous reviennent, les TPS, etc., etc. Le marché continue de contribuer à l'économie locale. Comment? Le simple fait que nos parents ont une infrastructure plus vivante, où c'est plus assaini, etc., mais c'est un grand plus. Parce que si vous comparez l'environnement actuel du marché à l'environnement ancien, sur le plan de l'assainissement, de l'insalubrité, il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. Et rien que ça donne envie d'aller au marché. Rien que ça, on vit mieux parce que les risques pour qu'on tombe malade sont moins élevés. En dehors de ça, sur le plan financier maintenant, c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons plus de droits de place à prélever, mais on continue de vendre les valeurs inactives, on continue de prendre les CDL. C'est vrai que CDL à côté de droits de place, ce n'est pas grande chose. Mais lorsque vous regardez cette infrastructure joliment bâtie, nous n'avons pas encore les compétences pour assurer sa gestion. Et c'est en cela qu'il faut féliciter le président Patrice Talon et son gouvernement pour avoir eu l'idée ingénieuse de créer l'ANAGEM. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'ANAGEM qui gère cette infrastructure-là et je crois que nous nous en portons mieux. Et ça nous évite également des accusations inutiles, des soupçons inutiles et suspicieux auxquels tous les élus, quel que soit leur bord, ont toujours fait face. Aujourd'hui, je crois que le marché, du point de vue de la gestion, il y a du mieux. Nous, on apprécie. Et c'est sûr qu'à long terme ou à moyen terme, ça reviendra dans le giron de la commune. Et ceux qui seront appelés donc à prendre ces responsabilités auront eu le temps de la maturité nécessaire. Je vais rappeler que c'est dans ces ressources que nous assurons le fonctionnement de la mairie. Qui dit fonctionnement parle d'abord de ceux qui travaillent à la mairie, dont leur salaire, CNSS, impôts, c'est là on paye. L'électricité, les fournitures. Et également, la loi nous impose d'investir 30% des fonds propres dans des infrastructures, dans du matériel, dans toute autre chose dont nous estimons que c'est un besoin prioritaire pour la population.
Voilà un peu comment ça se passe. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire, dans une commune comme la nôtre, 190 millions l'année, ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir pour trouver d'autres sources pour pouvoir capter les ressources propres. 190 millions ne peut rien faire. Dans la commune de Glazoué, il y a l'État central qui nous vient au secours avec beaucoup d'argent. Et c'est ça qui fait que vous allez voir dans les prévisions, on parle de 2 milliards, on parle de 1 milliard, etc. Ce n'est pas nos efforts propres. Il y a également les partenaires techniques et financiers. Ils sont nombreux. Il y a la Banque mondiale à travers plein de projets. Il y a l'Agence française de développement à travers plein de projets. Il y a la coopération belge, la coopération allemande, la coopération suisse. Il y a tellement de partenaires techniques et c'est l'occasion pour moi de les remercier pour nous avoir accompagnés donc pendant ces 5 années. Et je fais un plaidoyer pour que ces partenaires poursuivent donc leur accompagnement sur les années à venir. Alors vous comprenez que dans un contexte comme celui-là, lorsqu'on regarde notre PDC, on fait les priorisations. Et c'est à partir des priorisations maintenant qu'on fait les investissements. Tantôt, on a identifié les 3 arrondissements qui étaient les 3 premiers. On a cité les plus gros arrondissements d'ailleurs. Il y avait l'arrondissement central, l'arrondissement d'Aklankpa, ainsi que l'arrondissement de Zafé. Cela va de soi, parce que c'est les plus gros arrondissements. Aklankpa, par exemple, il est tellement grand que le besoin en infrastructure écolière est plus élevé que tous les arrondissements. Le nombre de villages à Aklankpa où on n'a pas d'école, on n'a pas de module de classe, c'est tellement nombreux, où on n'a pas de mobilier pour que les enfants s'asseyent, c'est tellement nombreux qu'il n'y a rien à dire. Ils font partie des arrondissements prioritaires. Mais à côté de ça, il y a l'arrondissement central. Mais là, il faut nuancer. N'oubliez pas qu'on est au centre. Le centre est loti, recasé, où il y a tout ce qu'il faut. Et quand on vous parle, on vous dit que le centre a bénéficié donc, de plus gros investissements. Ce n'est pas les fonds propres de la mairie, pas du tout. Mais c'est des fonds dédiés, c'est les fonds de l'État qui viennent, c'est les projets qui s'installent. Et sur les projets, par exemple, nous, on n'a aucun pouvoir à dire à un projet ne viens pas travailler à Glazoué Centre. Il n'y a que sur la thématique du projet que nous, on a un pouvoir pour dire à ceux qui animent ce projet, ah non, ce projet, nous, on n'est pas d'accord. Par contre, une fois on est d'accord, c'est le lieu qu'ils ont choisi pour faire leur projet. C'est dans ce lieu-là qu'ils investissent. Mais nous, on récupère tout ça pour montrer ce qui a été fait pendant notre mandature. Et ça qui explique ce que vous avez vu. Maintenant, les arrondissements où, visiblement, par exemple, Soponta et d'autres arrondissements où, visiblement, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts, à notre dernier budget, autrement dit en 2024, nous avons fait un point. Et à partir de ce point, on a compris qu'il faut procéder à un rééquilibrage. Et c'est ce rééquilibrage qui vaut aujourd'hui pour un arrondissement comme celui de Tio. Le chantier va s'ouvrir bientôt, qui va bénéficier à record d'une école de la construction de salles de classe pour une école maternelle, équipée en mobilier, bureaux, magasins, tout ce qu'il faut. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Mais tout ça, c'est à partir du plan de développement communal. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, on ne se lève pas comme ça pour dire « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Non, il faut toujours regarder le plan de développement communal. Et c'est là où on va inviter la population. Puisque le plan de développement communal, quand on veut le réaliser, on passe dans chaque village. Si les populations ne sortent pas, si elles n'expriment pas leurs besoins, il n'y a rien à dire quand on va prendre le plan. Il y aura moins d'infrastructures qui concernent ces arrondissements-là. Mais quand elles sortent, elles expriment, c'est consigné. Quand c'est priorisé, après, dans la mise en œuvre, on parle des priorités. Le PDC 4e génération vient de démarrer. Vous allez voir, c'est sur la période 2024-2028. Donc, c'est sur 5 ans à peu près. Et donc, en termes de taux, nous sommes au début. Et je vous dirai qu'on ne peut même pas encore l'évaluer, puisque nous sommes dans la première année de mise en œuvre du plan de développement, le PDC 4e génération. On va attendre début janvier l'exercice que j'aurai à faire, donc peut-être en février, avant de passer la main, ou même en passant la main, je vais faire un bilan ce jour-là et communiquer pour que la population sache qu'est-ce que le conseil que j'ai eu l'honneur de présider a eu à faire pendant ces 5 années. On va revenir sur ces aspects de façon très synthétique. Ça va être l'occasion pour parler donc de ce PDC, puisque celui à qui nous voulons passer la main, on doit pouvoir appeler son attention sur les défis qui attendent le conseil qu'il aura donc à présider. Je suis un homme heureux, je suis un homme béni et je dis merci à mon Dieu. Merci à mon Dieu pour
déjà avoir permis que la population me donne sa confiance. Merci à mon Dieu pour avoir permis à mes pairs, les conseillers comme moi, de m'avoir également fait confiance et accepter que je puisse présider au conseil communal. Je puis vous dire que j'étais un autre homme quand je rentrais au conseil communal il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y a eu des transformations sérieuses que j'ai reçues. J'ai touché à la vie de la population. J'ai touché à la misère. J'ai vu des gens qui n'ont pas mangé pour dormir. J'ai vu des gens qui n'ont pas d'eau potable. J'ai vu des gens dans de la grande misère. Et ça, quand on a touché, ça vous transforme. Et il n'y a pas une école meilleure que servir à la base. Vous savez, moi, je n'ai pas eu la chance de naître ici. Je suis né à Cotonou, j'ai grandi à Cotonou, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'étranger, j'ai fait l'Europe, j'ai fait certains pays d'Afrique, etc. Aujourd'hui, j'ai un autre regard. Un regard où il y a un mélange de modernité et de ruralité. Un regard où, quand je vois désormais un environnement en milieu rural, je sais quels sont les problèmes qu'il y a là. Et c'est ça qui nous prépare désormais pour de plus hautes fonctions. C'est ça qui nous prépare désormais quand nous serons dans d'autres fonctions plus nobles, plus élevées que celles que nous avons occupées. Il n'y a rien à dire. Nous saurons donc comment orienter les activités là où Dieu va nous destiner et on saura être mieux au service de ces populations qui nous ont tout donné. Je suis un homme tout simplement heureux et je crois que je suis béni.